Retour ici en plateau avec le même invité, l'âge Cellou Dalein Diallo, depuis Dakar où il vit en exil depuis bientôt 2 ans maintenant. Avec l'âge Cellou Dalein Diallo, nous sommes en train de revoir l'actualité sociopolitique de notre pays, la Guinée. Alors, nous étions avec la gouvernance économique, notamment la passation des contrats de gré à gré. Oui, Lamine Mounimassi, c'est question pour l'âge. Non, je voulais juste apporter une petite précision. Oui, avant le Code des marchés publics a entre-temps évolué depuis quelque temps. Oui. Donc le seuil ne se lit plus en fonction de la valeur du marché, mais plutôt du budget alloué à un département. Voilà, donc, et les autorités se défendent en disant que cela est encore respecté et que ça même l'approbation de la CGP qu'ils ont fondée, qu'ils ont mise en place. Donc, c'est pour dire que ça ne peut pas, à cet effet, en se fondant sur cette argumentation, être la preuve d'une éventuelle corruption. Bon, regardez au niveau des investissements dans le secteur des routes et des BTP. Parce que selon les informations dont je dispose, tous les marchés octroyés pour la construction ou la réfection des routes sont des marchés de gré à gré. Alors, et même les aéroports, les aérodromes. Les aéroports, les aérodromes, tout ça, c'est des marchés de gré à gré. C'est une question à la fois morale et politique. Comme je l'ai dit, il est important pour la qualité des prestations de choisir les entreprises qui ont la capacité de respecter le délai et le budget et de livrer un produit de bonne qualité. Et ça, au-delà du code de marché, vous avez besoin de sélectionner parmi les meilleurs. Si vous appelez votre ami politique... C'est ce qui est fait, non? Oui, c'est ce qui est fait. Là, et vous êtes engagé à lutter contre la corruption et vous dites que vous n'aurez pas d'amis et de parents et vous laissez prospérer ces pratiques qui mettent en cause la qualité de la dépense publique. Parce que vous risquez d'avoir une prestation qui n'est pas à la hauteur des montants décaissés. Et parce que l'entreprise n'est pas à la hauteur, parce qu'elle a fixé ses prix. Vous avez fixé ça dans votre cabinet, vous avez fixé avec le risque de rétrocommission importante. Et c'est le contribuable qui paye. Et il n'y a pas de contrepartie dans la prestation. Donc, lorsqu'on veut lutter contre la pollution, on doit avoir à cœur de veiller à ce que les marchés se fassent dans le cadre d'un appel à la concurrence. Il y a l'opinion qui a une impression, peut-être que vous n'y êtes pas. Aujourd'hui, on dit que les marchés attribués sont faits dans le délai et que les travaux sont bien faits. Est-ce que cela ne donne pas raison au CNRD qui passe ainsi ces marchés? Et passant à retour, on a une très bonne appréciation des marchés qui sont exécutés. Aucun fonctionnaire ne peut être au-dessus de tout soupçon. Aucun homme est parfait. La tentation pour l'argent peut être forte. Il faut protéger les ressources publiques. La meilleure manière de les protéger, de mettre fin aux rétrocommissions, c'est de faire en sorte que l'attribution du marché soit transparente et que le marché soit attribué aux meilleurs parmi d'autres. Parce qu'en faisant votre offre, si vous savez que vous avez des concurrents à côté, vous limitez vos marges. Mais lorsque vous rentrez dans un bureau fermé, vous discutez avec un ministre, bon, je te donne ce marché, combien tu me donnes? Tu doubles le prix. Parce que ce n'est pas vous qui donnez. C'est l'argent du contribuable. Ouais. Donc il faut... Voilà. Peut-être en partant de l'attribution des marchés, vous n'êtes pas satisfait de la lutte contre la corruption, mais il y a la CRIEF. Et la preuve, c'est que dernièrement, il y a même l'ancien ministre de la Santé, après son limogeage, qui a été entendu. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent échapper en amont, mais il y a un processus de récupération pour faire en sorte que les gens soient dissuadés. Qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement de cette CRIEF-là, pas nécessairement en rapport avec les anciens dossiers, par rapport à la gouvernance d'aujourd'hui? Écoutez, j'ai entendu très peu de dossiers relatifs à la gestion des actuels dirigeants au niveau de la CRIEF. Le cas de PT est peut-être un premier cas, ou le cas de Alpha Diosso, qui était ministre de TP, mais j'ai entendu très peu de dossiers transmis à la CRIEF concernant la gestion de ceux qui gèrent actuellement le pays. Il y a une cinquantaine de dossiers.
concernant les cadres du système actuel et qui sont transmis à la justice selon le parquet spécial de la CRIEF. Mais est-ce que ce discours que vous avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président de Doumbouya, qui dit sa main ne tremble pas et qu'il n'hésitera pas, il ne faillira pas, ne se traduit pas, comme l'a dit Sanso, par le fait que c'est un acte sans précédent dans notre pays, qu'un ministre soit démis pour des faits présumés de corruption, oui, et qu'il soit traduit devant les juridictions. Est-ce que cela n'est pas une lueur d'espoir que les choses peuvent aller désormais dans notre pays? Bon, on verra. C'est-à-dire vaut mieux prévenir que guérir. C'est qu'actuellement, la perception que les Guinéens ont de cette gestion par rapport justement à la sécurité des ressources publiques, cette perception, c'est que lorsqu'on voit comment on acquiert des domaines importants, qu'on construit des buildings ici et là, l'enrichissement de l'élite dirigeante est visible à tous les niveaux et c'est souvent dénoncé. Et donc, et cette prolifération des marchés de gré à gré est aussi un signal qui ne rassure pas ceux qui ont, quant à la volonté justement du CNRD de lutter contre la corruption. Alors, pour évoluer par rapport aux infrastructures... Il va finir, après je vous donne la parole. Allez-y, Sanso. Justement, Condé a effleuré tout à l'heure le sujet par rapport aux infrastructures. Il y a un cas particulier, il y a une volonté de relancer la compagnie aérienne. Dans cette optique, on est en train de reconstruire les aérodromes. Vous, on va dire le secteur, vous le connaissez plutôt bien. Qu'est-ce que vous pensez et de la volonté de relancer Air Guinée et de la manière dont on veut s'y prendre? Surtout qu'on a parlé de l'acquisition d'avions, entre-temps qui a disparu. Alors, ce qui est... Vous avez appris, non, Oui, j'ai appris. Toujours sans appel, dans des conditions souvent opaques, mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un minier qui donne un avion, ensuite ce n'est pas un achat, ce n'est pas un don, c'est une acquisition. Je ne sais pas. C'est une mise à disposition. Une mise à disposition, voilà, tu as trouvé l'expression. Alors, ce qui est constant et connu, c'est que les compagnies aériennes ne sont pas rentables. Et il faut savoir que nous avions une compagnie aérienne qui avait une flotte de 3 Air Guinée. Il y avait des avions long courrier et moyen courrier. On avait 3 Boeing, un 707, un 727 et un 737, plus le Dash qu'on a eu plus tard. Lorsque le fonds est venu, j'ai assisté à ces discussions. La subvention absorbée par Air Guinée était si importante qu'ils nous ont dit, vous perdez au moins 200 à 300 classes que vous pouvez construire. Le prestige d'avoir une compagnie aérienne et de ne pas donner l'opportunité aux enfants en âge d'aller à l'école de le faire n'est pas responsable. Les compagnies aériennes ne sont pas rentables. Pourquoi pas liquider Air Guinée et essayer d'utiliser les ressources qui étaient affectées à sa subvention pour développer le secteur de l'éducation et la santé. Il y avait une série d'entreprises. En 1985, vous aviez plus de 100 entreprises déficitaires qui absorbaient toutes les ressources, quasiment toutes les ressources fiscales en dehors, après que les salaires soient payés. On ne pouvait pas faire du développement, il n'y avait pas de ressources. Les gens ont convaincu le gouvernement de compter. Je n'étais pas ministre. Je n'étais qu'un jeune fonctionnaire de 27 ans à la Banque centrale qui participait aux négociations. Il faut supprimer ou fermer les entreprises et utiliser les ressources affectées à la subvention de ces entreprises pour développer les infrastructures, le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. C'était convaincant. Le gouvernement a accepté donc d'entrer dans cette logique. Alors, je reviens sur la question parce que sinon je vais faire l'histoire des privatisations. Oui. C'est important que les gens sachent. Très important. Ouais, mais pour répondre à la question de Air Guinée, si vous voulez, je continue un peu. Donc, le gouvernement est rentré dans la politique de fermeture des entreprises publiques et de privatisation. Mais ces entreprises ne fonctionnaient pas à 30% de leur capacité. Le fonds et la banque ont convaincu les autorités guinéennes d'alors de laisser le secteur privé faire ça. La production,
le commerce, l'importation. L'État n'était pas capable d'améliorer la gouvernance pour améliorer la gouvernance. Oui, tu sais, pour maintenir justement le fonctionnement de ces entreprises. Oui, de ces entreprises étaient coûteuses. Se pose aujourd'hui en France avec Macron, qui a beaucoup liquidé, qui a privatisé, mais qui est en train de... Oui, ça c'est un autre contexte. Alors l'État doit être là, présent et vigilant. L'État doit être présent et vigilant. Il y a des choses que le marché ne règle pas. Mais lorsque vous libéralisez, regardez, au moins en 1985, c'est Importex qui avait le monopole de toute l'importation des biens en Guinée et de l'exportation. Les entreprises nationales, Alimag, Alidi, Droguerie, Sonatex, Ematec, étaient chargées d'importer des trucs. Mais ces entreprises avaient des coûts tellement importants qu'on ne récupérait jamais l'argent qui leur était prêté. Et donc, tout ce que la Guinée devait percevoir comme recettes, à l'époque, les recettes fiscales, c'était CBG, Frigia et Aredor. Essentiellement, c'était englouti dans les entreprises publiques qui n'étaient pas rentables et qui mettaient en faillite le système bancaire public aussi. Donc, la décision d'aller à un autre modèle a été prise et assumée. Les entreprises, la scierie de Nyandang, la scierie de Zérékoré, la conserverie de Mamou, Anta, l'usine de meubles de Symphonia, toutes ces entreprises, la Sogifab, toutes ces entreprises ont été privatisées ou fermées. Alors, pour revenir, et le commerce et le secteur privé a joué ce rôle. Il a assuré l'approvisionnement du marché en biens de première nécessité, en biens d'équipement, il n'y avait pas de problème. Et ces entreprises payent maintenant des taxes à l'État. Et l'État n'a plus en charge d'entretenir des entreprises budgétivores et vraiment non rentables. Ça a été un succès. Pour privatiser l'ONA. Il y a beaucoup qui n'ont pas survécu aussi. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises. Oui, mais aujourd'hui, le secteur privé est alimenté et approvisionné. Le marché guinéen est alimenté par le secteur privé. Il y a même une jeune industrie qui se bat avec des investisseurs indiens, libanais, qui se battent, et guinéens, dans le secteur de l'industrie. Bien entendu. Mais maintenant, l'État, attendez, les ressources qui étaient destinées à ça ont été investies dans l'éducation et la santé. Il n'y a pas une sous-préfecture qui n'a pas un centre de santé, même si le fonctionnement laisse parfois à désirer, en raison de la qualité du personnel ou de manque de médicaments. Mais on a eu désenclavé les villages, les pistes rurales, avec le génie rural, qui a été créé pour faire ce travail-là. Et vous verrez qu'il y a eu beaucoup. Et puis on a fait l'aménagement et le bitumage. Vous prenez de Conakry à Cancan jusqu'à Kourémalé. Vous prenez de Conakry jusqu'à Lola. De Conakry jusqu'à Boké, Sangaredi. Il y a eu les ressources ont été sauvées avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Oui. On a fait des progrès. Parce qu'on avait fait à l'époque des bons choix. Alors l'entreprise publique Air Guinée, oui. Donc on a vendu les 2 avions parce que le gouvernement était d'accord dès la fin des années 80. Il est resté, on a dit il faut laisser un avion pour les voyages du président. C'est le fameux Boeing 737 qui a été vendu finalement à Mamad Soula sous l'insistance du fonds et de la banque. Parce qu'on n'avait pas allé au bout de la liquidation de Air Guinée ou de sa privatisation parce qu'il n'y avait pas eu de repreneur. Donc en 2000, le fonds, pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, le fonds à la banque a demandé quand même que le gouvernement respecte son engagement de privatiser ou de fermer Air Guinée. C'est ce qui a conduit à cette opération sur laquelle je ne reviens pas. Alors les Air Guinée, c'est pas, j'étais en train de dire les compagnies de transport aérien, il y a une seule qui est absolument, qui est rentable, qui équilibre ses comptes, qui n'est pas subventionnée, c'est Ethiopian Airlines. Peut-être Askai, qui est secteur privé, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations sur ses comptes. Mais toutes les autres sont subventionnées. Alors il y a un arbitrage à faire. Ou vous créez une compagnie aérienne pour le prestige et vous la subventionnez parce que la rentabilité est faible. Aujourd'hui, Air Sénégal n'a pas encore équilibré ses comptes. Air Côte d'Ivoire non plus. Ghana Airways a été liquidé. Nigeria Airways a été liquidé. Air Zaïre a été liquidé. C'est très, très, très difficile de rentabiliser dans le transport aérien. Maintenant, si on décide de le faire, le gouvernement est souverain. Mais il faut qu'il sache, souvent, dans le contexte actuel, ce sera au détriment d'autres dépenses dans les secteurs prioritaires de l'éducation, de la santé, du développement rural, l'hydraulique villageoise et dans la lutte contre la pauvreté. C'est des choix à faire.
Maintenant, comme on n'a plus de ressources, ils peuvent le faire. Mais je ne suis pas sûr, qu'une compagnie aérienne sera rentable. Il n'y a pas une formule. Il vaut mieux entretenir le réseau routier, bitumer toutes les routes entre Conakry et les autres préfectures et faire en sorte que vraiment ces routes soient bien entretenues. Et je pense que c'est plus rentable pour l'économie que de créer une compagnie aérienne. Mais c'est un avis, c'est un simple avis. Hein. Oui, partant de cet avis, est-ce qu'il n'y a pas une formule intermédiaire entre le fait de vouloir une compagnie floquée République de Guinée et les perspectives peut-être sombres auxquelles vous faites allusion, notamment la privation d'un certain nombre de secteurs stratégiques? Est-ce qu'il n'y a pas une formule intermédiaire entre les deux? Non, avoir une compagnie aérienne, on peut avoir un avion pour le président de la République, je ne suis pas contre. Ça partout, même le fonds et la banque étaient d'accord que le Boeing soit retiré, que l'Air Guinée soit fermé et qu'on garde l'avion pour le président, parce que les coûts sont... la subvention allait être réduite. Le président Macky Sall, je crois qu'il y a un avion, il a acquis un avion récemment. Le président Alassane a ses avions, même le Niger a son avion de commandement. Ça, ce n'est pas un problème. On peut acheter un avion de commandement pour la présidente de la République pour ses déplacements officiels. Mais une compagnie aérienne, dans ce contexte-là, je ne vois pas tellement l'opportunité économique. Alors, oui, quand qu'on n'évoque pas l'opération financière qui a impliqué la Banque centrale, étant un ancien cas de la Banque centrale, oui. Les 5 000 milliards donc décidés par la Banque centrale. Si vous étiez à la Banque centrale, vous auriez conseillé cette opération pour des fins de financement des infrastructures? Non, pas du tout. Je n'aurais pas conseillé de faire cette opération. Pourquoi? D'abord, elle a des conséquences néfastes. Elle peut avoir des conséquences positives si les ressources sont bien utilisées et que les projets financés contribuent effectivement à améliorer le stock d'infrastructures qu'on a. Mais il y a des conséquences monétaires. Parce que l'État va disposer de 5 000 milliards. C'est presque l'équivalent de la masse monétaire qu'il va dépenser au profit des entreprises. Lorsque les entreprises vont avoir cet argent, c'est la masse monétaire qui explose, qui augmente. Et lorsque la masse monétaire augmente, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une hausse de prix. Parce que la quantité de monnaie dans l'économie doit être aussi tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Vous allez doubler directement la masse monétaire. Alors, il y aura une pression sur les prix, parce qu'il y aura une demande induite par cette masse monétaire. Et même les entreprises, ils vont recruter, payer du personnel. Le personnel, lorsque vous avez des revenus, vous allez acheter des choses. Et la demande va augmenter, la demande de biens et services va augmenter, et le taux de change, les biens importés, il y aura une pression sur le taux de change et la monnaie va se dégrader. Parce qu'on doit veiller à la quantité de monnaie qu'on crée en fonction des objectifs de taux de change et d'inflation qu'on a. J'étais responsable pendant longtemps de la politique monétaire, il s'agissait de gérer cet équilibre. Donc c'est sûr que lorsque vous sortez comme ça 5 000 milliards qui va aller comme augmentation de la masse monétaire, et bien sûr il faut vous attendre aux effets sur le prix et sur les prix et sur les taux de change, nécessairement. Et finalement peut-être sur la balance des paiements. Donc ce n'est pourquoi les projets sont financés, le processus de financement des projets est connu. Il y a ce qu'on peut financer sur le BND, sur la base de recettes collectées par l'État, et ce que les projets financés sur le FINEX. Le deal entre les partenaires techniques et financiers, si vous avez des projets dont la rentabilité est mise en évidence, vous vous adressez à nous, on vous finance, on vous aide à financer le projet. Mais lorsque c'est le financement extérieur, il y a l'apport de devises préalables qui arrive, et si bien que lorsque dans l'exécution du projet, vous avez des demandes d'importation, disons, de bulldozer, de bitume ou de choses, les devises étaient déjà là pour couvrir. Et lorsque c'est sur un compte, la masse monétaire est créée en contrepartie d'un endettement vis-à-vis du secteur bancaire. Parce que c'est le secteur bancaire que... Donc, naturellement, il y aura cette pression sur le prix. Mais les banques sont heureuses.
Parce que les banques, pour rentabiliser leurs ressources, sont obligées d'accorder du crédit. Là, les dépôts des banques à la Banque centrale, c'est des dépôts oisifs qui ne rapportent rien. Et finalement, l'État leur propose quelque chose. Leur dit, bon, on va vous donner des taux d'intérêt de 13%. Elles ont applaudi. Parce qu'elles vont avoir des intérêts sans rien faire, sans prendre de risques. Et comme les titres que les banques vont acheter sont quasi liquides, puisque la banque, d'abord, il n'y a pas de risque de non-paiement. C'est des titres garantis par la Banque centrale qui, à l'échéance, seront remboursés nécessairement. Ce qui est différent s'ils accordent à Boubacar Condé un crédit pour moderniser sa radio ou son truc, il disait toujours qu'il y a un risque de non-paiement à l'échéance. Mais là, la Banque centrale a garanti à l'échéance, ils vont créditer la banque des titres. Donc, il n'y a pas de risque et les banques n'ont pas besoin de faire d'efforts pour examiner des dossiers, chercher des garanties et tout ça. Donc, ça va enrichir les banques sans que celles-ci n'aient à prendre de risques. Vous comprenez? Donc, les banques ont dû applaudir cette opération. Maintenant, il y a pourquoi ce programme d'infrastructure prioritaire maintenant? Parce que pour moi, la vocation de la transition, c'est d'organiser des élections pour mettre en place des institutions légitimes qui peuvent engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui minent le fonctionnement de la société. Pour moi, une junte n'a ni la légitimité, ni le temps, ni les compétences de mener toutes ces réformes. C'est simple. On peut refuser les opportunités aussi. Bon, attendez, mais alors l'interrogation, je vais vous dire, l'interrogation, pourquoi ce programme d'investissement prioritaire? Parce qu'investir dans les infrastructures, c'est faire avoir un bilan visible. Est-ce que c'est se donner un peu de légitimité, simplement pour qu'on dise, pour rester aussi longtemps que possible, ou bien demain, de briguer le mandat? Parce que lui, il travaille, regardez ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est un peu suspect, parce que c'est un système de financement qui est un peu original. Parce que comment on fait? Ça ne signifie pas que l'État n'émet pas de titres, mais elle doit les émettre pour les entreprises, les investisseurs institutionnels, les ménages, pour qu'au moment où on collecte cet argent, il y a une ponction sur la monnaie en circulation. Et pour que l'injection de cette même monnaie ne se traduise pas par une augmentation inconsidérée de la masse monétaire. Mais lorsque c'est les banques, parce que les dépôts des banques à la Banque centrale, ce n'est pas de la monnaie. Encore, les monnaies, c'est les dépôts et les billets en circulation, pour être simple. Tu comprends? Et lorsque vous souscrivez un titre, vous débitez votre compte de dépôt à la banque, vous réduisez votre pouvoir d'achat. Donc la masse monétaire se réduit. Et lorsqu'elle est injectée en payant les entreprises adjudicataires du marché, évidemment, c'est à somme nulle. Donc maintenant, pour la question que tout le monde se pose face aux autres interrogations qu'on a sur la volonté de la junte de céder le pouvoir et d'organiser les élections, est-ce que ce n'est pas une publicité qu'elle veut se faire en faisant des actions populistes visibles après pour justifier, en tout cas ils ont travaillé, ils travaillent, Alpha n'a pas travaillé, Conte n'a pas fait pareil, donc il faut les maintenir ou faire ceci. C'est des suspicions. On n'a pas d'informations, c'est simplement de l'analyse. Donc il y a ça, pourquoi un programme? Est-ce que ce programme était dans le programme d'investissement public? Parce que l'État doit avoir un PIP, programme d'investissement public, et inscrit dans le budget chaque dépense qu'on effectue au titre de la modernisation des infrastructures. Mais il y a le BND national et le FINEX. On cherche les financements extérieurs qui n'affectent pas l'équilibre macroéconomique, qui ne fait pas de pression sur les prix et sur le taux de change. Ça, c'est plus sain, et c'est pourquoi on a toujours un programme important de coopération avec les partenaires qui financent les projets et programmes de développement. Peut-être la dernière question sur l'économie. Oui, la dernière question, je vous ai entendu dans une autre émission se vanter, flatter la stabilité de la monnaie. Est-ce que, à contrario, ça veut dire, à contrario de cette opération, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont consentis, qui sont menés par notamment le ministre de l'économie et des finances pour maintenir cet équilibre macroéconomique? Bon, c'est du rôle du ministre de l'économie et des finances, certes, mais de la Banque centrale aussi. C'est la mission de la Banque centrale aujourd'hui, après le consensus de Washington.
les banques centrales, on a redéfini les missions des banques centrales. Les banques centrales, c'est de veiller à la stabilité des prix. Donc contre l'inflation, parce qu'on considère que l'inflation est nocive au développement. Bon, on ne rentre pas dans ce débat. C'est sûr que le risque sur le taux de change, je l'ai dit, il y aura une pression sur le taux de change. On risque d'assister dans quelques mois à une dépréciation de la monnaie nationale par rapport au reste des monnaies, à une augmentation des prix, y compris les produits alimentaires de première nécessité. Mais en attendant, c'est bon. Le tableau, il est bon. Non, jusqu'à récemment, il faut saluer, il faut dire que le taux de change était relativement stable par rapport au dollar et à l'euro, en particulier, qui sont les monnaies de référence dans les monnaies d'importation de nos trucs. Et l'inflation aussi est restée en dessous de 10% depuis quelques années. Il faut saluer, c'est une performance. Vous parlez du retour à l'ordre constitutionnel, des investissements aujourd'hui faits par la junte pour pouvoir justifier son maintien à la tête du pays. Justement, il y a quand même un accord dynamique qui lie la junte à la CEDEAO. Quel est votre regard de son déroulement sur le terrain? Est-ce qu'à votre avis, à date, la junte est à même de respecter cet accord passé entre elle et la CEDEAO, l'organisation sous-régionale? Écoutez, d'abord, personnellement, et d'ailleurs mes alliés de l'intercoalition à l'époque, nous avions critiqué cet accord dynamique. Parce qu'on a déploré le fait que la CEDEAO ne s'est pas préoccupée de la cohérence entre les 10 points et les 24 mois. On a le sentiment que ce fut un marché de dupes. La CEDEAO avait besoin d'avoir 24 mois, comme ça semblait être la règle au Mali et ailleurs, pour le retour à l'ordre constitutionnel. La junte souhaitait valider les 10 points, qu'elle n'avait pas discuté avec la classe politique. Si elle a les 10 points, elle sait qu'elle en a pour longtemps, parce qu'il est impossible de réaliser tous les 10 points dans le délai de 24 mois. Notamment les 2 recensements. Le recensement général de la population et de l'habitat qui n'a absolument rien à voir avec les élections. C'est une opération réalisée tous les 10 ans avec le soutien des Nations Unies. Mais il s'agit de recenser tous ceux qui sont en Guinée, les Guinéens et les non-Guinéens, les votants comme les non-votants, leur habitat, leurs activités et beaucoup de données statistiques dont on a besoin pour la planification du développement et pour le suivi justement des projets et programmes de développement, pour anticiper et déclencher, mettre en œuvre les projets pour répondre aux attentes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. On s'est posé la question de savoir pourquoi la junte a insisté pour dire que le fichier électoral doit être généré par ces 2 recensements. La réponse qu'on a donnée, c'est qu'ils veulent avoir des actions qui ne peuvent pas être réalisées dans les 24 mois et pour réaliser leurs 39 mois qu'ils avaient proposés au départ, au moins. Parce que ça n'a rien à voir. Si on a besoin d'un fichier électoral. Oui, justement, est-ce que le problème, parce que la junte, pour elle, toutes les contestations en rapport avec les élections ont découlé des divergences autour du fichier. Et pour sortir définitivement de ce débat, il faut plutôt produire un fichier issu notamment du RAVEC. En tout cas, c'est le point de vue présenté par la junte. Oui. Est-ce qu'il n'est pas recevable, cet argument-là? Je vais répondre. Il y a 2 choses. Lorsqu'on a besoin de changement pour atteindre d'autres objectifs non avoués, on va se baser sur les critiques antérieures pour rejeter la mise en place d'un organe de gestion des élections. On dit non, la CENI a toujours été contestée. Donc on ne veut plus de CENI, c'est le ministère de l'administration du territoire. Je laisse ça, revenons au fichier. On a un fichier. Moi, je me suis battu pour qu'il soit audité. On avait obtenu de Alpha qu'il accepte au forceps que le fichier soit audité. On avait eu raison. L'audit a été mené par l'Union européenne, les Nations unies et l'OIF, qui a révélé des anomalies dans le fichier.
et qui a formulé des recommandations pour son assainissement. Alpha avait résisté pendant longtemps, mais finalement, on a obtenu, grâce à l'OIF et à la CEDEAO, que ce fichier soit assaini. Et que les recommandations dites fortes, issues de cet audit, puissent appliquer. Aujourd'hui, on a un fichier de 5 300 000 électeurs, homogène. Tout le monde était venu en 2019 et 2020 se faire enrôler sur la base d'un cahier de charges précis. Tout le monde avec 10 doigts. Avant, il y avait 10, il y avait 8, il y avait alpha, il y avait toutes sortes de choses. On a un fichier harmonisé qui, à nos yeux, n'avait besoin que de révision. C'est ce qui est pratiqué dans tous les pays du monde. On révise le fichier. Côte d'Ivoire vient de finir, le Nigeria avec 208 millions d'habitants, ils ont révisé le fichier. La RDC, qui est presque un continent, a révisé son fichier. Tout le monde. Alors, la révision classique du fichier, c'est quoi? C'est enrôler ceux qui ont atteint 18 ans entre la dernière révision et tous ceux qui ont le droit d'y être, qui n'y sont pas, pour une raison ou pour une autre. Et de constater le déplacement des électeurs. Ceux qui ont quitté Ratoma pour Matoto, où ils veulent voter, on les affecte là. Et puis radier les morts. Ça demande 4 mois. Mais si la volonté politique, parce que ça fait un point de divergence entre nous et la junte, on a dit, lorsqu'ils nous ont demandé de proposer des chronogrammes, on n'a pas pensé c'est 15 mois, 39 mois, comme disaient certains. On est des partis comme l'UFDG, on a participé à toutes les élections. On dit, identifions les actions à mener pour rendre possible une élection transparente et crédible. Il y a 2 séries de problèmes à résoudre. Il y a le cadre juridique et réglementaire et les conditions matérielles, organisationnelles et techniques de l'élection. Dans le cadre juridique, il faut bien sûr une constitution, d'où doit être tiré le code électoral. Il faut un code électoral. Mais il faut aussi un organe de gestion des élections qui est déjà mis en place par la loi, en général. Les conditions matérielles, il faut un opérateur technique. Il faut des urnes, il faut des isoloirs, il faut des kits d'enrôlement des électeurs, puisqu'il faut un fichier. On a essayé de voir dans quel temps on pouvait réunir toutes ces conditions. On a abouti à 15 mois, avec des délais. Donc la majorité, en tout cas le RPG qui a fait ça sans nous, parce qu'à l'époque on ne se parlait même pas, ils ont trouvé 16. Sur l'expérience aussi des élections. Donc, pour ceux qui étaient le PDN, FNDC politique, IFR, UFDG, on a resté 15 mois. Mais on a estimé qu'on est pressé et que les gens ont risqué leur vie pour prendre le pouvoir, ils doivent en jouir un peu. Je dis, bon, on va discuter pour trouver... Oui, c'est humain. Mais on a dit non, la classe des gens là, ils ont des agendas politiques, ils s'intéressent qu'aux élections, on a besoin d'assainir, réconcilier les Guinéens, balayer la maison, tout nettoyer, recenser la population, faire ceci et cela, et faire des choix qui demandent trop de temps. Recensement général de la population, tout le monde révise son fichier à côté, partout. Donc ça a été une source de conflit. Mais nous, c'était volontaire, on était de bonne foi, on a dit, bon, on a l'expérience. L'UFDG a une commission électorale avec des ingénieurs compétents et qui ont l'expérience. On a participé à toutes les 5 élections nationales et une élection locale. On connaît les forces des peuples, comment on fait. Donc on a proposé ça, et puis, bon, mais le fichier, on peut le réviser. C'est tout. Alors, si c'est ça, c'est 5 mois. Si c'est le recensement général de la population, et avec, il faut 3 ans. Vous comprenez? Alors, on ne sait pas où est la source de conflit. Nous, on nous prête un agenda, on ne voit que les élections et le pouvoir, et nous aussi, on doute, on pense que la junte veut rester aussi longtemps que possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait, la solution? Nous, on dit un dialogue. Chacun présente ses thèses sous l'arbitrage d'une personnalité neutre, dépêchée par la CEDEAO, parce qu'il y a une crise de confiance en Guinée, vous la connaissez. Elle a plusieurs origines. Cette CEDEAO-là, est-ce qu'elle vous inspire désormais confiance après? Non, alors si on revient à ce sujet-là. Une personnalité crédible désignée par la CEDEAO, et pourtant cette CEDEAO est sujette de critiques en Guinée. Oui, alors, oui,
nous sommes d'accord, aujourd'hui, la CEDEAO, il y a une crise qui ne dit pas son nom, on va en parler. Mais pour revenir à le dialogue, parce que c'est un point de litige. Vous avez une crise de confiance. La junte nous prête des intentions qu'on n'a pas. Certainement, on lui prête un agenda qu'elle n'a pas, en espérant qu'une bonne fois. Maintenant, pour aller aux élections, qu'est-ce qu'il faut? On fait point par point. Et quel est le temps nécessaire? Mais quelqu'un qui a l'expérience de ça, devant le G5, parce qu'on a demandé le G5, ils ont des experts électoraux. Si on dit, nous, on veut un organe de gestion des élections, il dit non, non, la CENI a été critiquée, donc on n'en veut plus. Le fichier a été critiqué, donc on veut créer un autre fichier. Mais est-ce qu'avec ce truc, on va recenser les Guinéens de l'intérieur, les Guinéens de l'extérieur, et être prêts dans les 24 mois à travers le RAVEC et le RHDP? Ce n'est pas possible, il nous reste 12 mois. N'est-ce pas? On ne sait pas où on en est, parce que le point n'est pas fait régulièrement. On sait qu'on n'a pas de code électoral. On n'a pas d'opérateur technique, en tout cas connu, sauf s'ils ont recruté par un autre gré à quelqu'un dont on ne connaît pas. Or, tous les actes qui doivent être pris dans le cadre des élections doivent être consensuels. C'est pour prévenir les contestations qui peuvent souvent dégénérer dans des violences. Alors, on se parle d'abord avec ceux qui vont aux élections, qui ont l'expérience, et on débat. Nous, on veut une OG, parce que c'est une décision de la CEDEAO. L'organe de gestion des élections doit être consensuel et indépendant. L'Union africaine, l'organe de gestion doit être consensuel et indépendant. Lorsqu'on dit, bon, il faut faire confiance à Mori Kondé et à ses préfets, ils font ceci, il y a une crise de confiance. Lorsqu'il y a la crise de confiance, on cherche le consensus pour que tout le monde soit d'accord. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller vous associer à ce cadre de dialogue-là pour relever, voilà, pour relever tous ces... Tout ça, c'est relevé dans les documents qu'on a adressés, mais le problème, c'est que le dialogue à 180 avec les coalitions, et puis on passe au vote. Il n'y a pas de débat. Vous comprenez? Ces 10 points ont été conclus avec la CEDEAO sans associer même ceux qui étaient au dialogue. C'est après qu'ils ont dû valider. Ils n'ont pas été consultés sur les 10 points avant de conclure l'accord dynamique. Parce que c'est pourquoi on a dit que le dialogue qui était en train d'être mené, c'était une séance d'explication et de validation des décisions prises par la junte, le CNRD. Et que ça ne sert à rien d'être là parce que mettons un cadre crédible avec des délégations avec les plus représentatifs. D'abord, qui ont l'avantage de connaître le processus et qui ne sont pas des coalitions. Le RPG et l'UFDG seront nécessairement des concurrents. Est-ce qu'à cette allure, vous ne risquez pas d'être mis de côté et que le processus se déroule sans vous? Et parce que le ministre de l'administration du territoire est catégorique là-dessus, le porte-parole du gouvernement lui aussi embraye là-dessus pour dire que l'agenda dynamique, le régime est en avance d'ailleurs sur l'agenda dynamique qui a été convenu avec la CEDEAO. Est-ce que vous ne risquez pas... D'autant que, Monsieur le Président, récemment, le ministre de l'administration du territoire a reçu une délégation de l'ambassade des États-Unis et au menu de leur discussion, en tout cas selon le compte-rendu qu'en a fait la RTG, il y avait le RAVEC. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que la communauté internationale accompagne la dynamique qui se met en marche autour des 10 points et que, comme le dit Monyuma, que vous vous retrouvez out? Non, on ne se retrouvera pas out. Je pense que ça c'est exclu. S'ils ont un fichier qui reflète fidèlement le corps électoral guinéen, des Guinéens qui sont à l'étranger ou des choses, mais nous, on n'a pas de problème, on va applaudir. Mais on ne voit pas que cela soit possible dans le délai. On le souhaite vivement. Même si on n'a pas participé, on ne sera pas out des élections. S'ils réussissent à avoir un fichier crédible qui reflète le corps électoral tel qu'il est, sans omission volontaire des Guinéens, parce qu'il y a une crise de confiance, je vous l'ai dit, on ne leur fait pas beaucoup confiance. C'est pourquoi on avait souhaité qu'il y ait une participation forte des partenaires techniques et financiers dans le processus électoral, y compris une assistance technique à l'OGE, à la CENI. Donc vous ne leur faites pas confiance malgré le discours qui dit que personne, aussi bien du CNRD que du gouvernement, ne sera candidat aux élections. Donc, bon, on attend de voir, parce que nous notons que de plus en plus,
Il y a le culte de personnalité, des actions populistes comme ce programme prioritaire des infrastructures. En tant que Guinéen, on a d'autres commentaires qui ne sont pas de nature à rassurer. Mais nous observons, nous souhaitons vivement qu'ils respectent leur engagement, qu'ils organisent des élections inclusives et transparentes. Des élections inclusives et transparentes. Mais est-ce que les partis politiques que vous êtes accepteraient le glissement? Non. Il n'y a pas de volonté politique. Le glissement était prémédité. Même pas glissement. Donc à ce stade, il va être inévitable? Hein? Non, s'il y avait un sursaut, une volonté d'éviter le glissement et d'organiser les élections dans 12 mois, il y a des solutions. D'accord. Il y a des solutions, mais il faut un sursaut. Mais la volonté politique n'existe pas. La volonté politique. Le gente veut rester aussi longtemps qu'au pouvoir, et c'est ce que nous percevons, et c'est ça aussi la source de la crise de confiance. Maintenant, le discours du président au sommet des Nations Unies, qu'est-ce que vous en dites? Vous l'avez suivi? Oui, Sanso, la question dessus? Oui, non, vous l'avez suivi, et le discours, il était bâti notamment autour de la dénonciation, de la critique de la démocratie, plutôt inadaptée à nos pays, à nos cultures. Et puis, il ressortait de ce discours un ordre de priorité, l'économique, le social et le politique. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être ce ordre de priorité qui est aujourd'hui mis en œuvre avec l'interdiction des manifestations, le brouillage des médias, les restrictions d'accès aux réseaux sociaux? Oui, écoutez, j'étais très surpris par le discours. Moi-même, ça me préoccupe. Parce qu'elle a dit que la démocratie n'est pas adaptée à nos réalités, à nos cultures. Est-ce que ça signifie qu'il pense, lui, à un autre modèle? Pour le moment, on en connaît deux, la dictature et la démocratie. La démocratie qui s'exprime... Pour promouvoir le développement, cette démocratie... Oui, alors, vous savez... les idées émergent là-dessus. Non, écoute, la vocation, pour moi, le conflit aussi avec la junte, pour moi, la vocation d'une transition, c'est d'organiser les élections pour mettre en place des institutions légitimes par les principes et les règles de la démocratie. Pour moi, il n'y a pas un autre modèle. Il faut que le peuple choisisse ses dirigeants. Gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple, comme disait l'autre. Je ne vois pas pour la Guinée un autre... De tous les modèles essayés depuis l'aube des temps, le modèle qui sert le mieux, c'est la démocratie. Pour moi, c'est la démocratie qui garantit les libertés, les droits et libertés des citoyens et surtout le choix des dirigeants à tous les niveaux, au niveau local, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif, que ce soit le peuple qui choisit et sanctionne par les urnes les dirigeants. Et à propos, Macky Sall l'a dit lors de l'ouverture du forum de Renew PAC. Et il dit que, je le répète, l'histoire enseigne également qu'au-delà des principes et des textes, l'exercice démocratique repose d'abord et avant tout sur l'équilibre entre la liberté et responsabilité, mais également respect des institutions et leur public. Est-ce que vous êtes senti, au-delà du clin d'œil qu'il nous a fait amical, est-ce que vous êtes senti concerné par ce discours, vous, qui êtes politique et qui appelez souvent aux manifestations et qui n'avaient pas confiance aux institutions? Non, écoutez, nous avons reconnu la junte, qui n'est pas une institution légitime, mais on a reconnu et on a décidé de soutenir. Donc, parce qu'il faut de toute façon que le pays soit dirigé, même si ce n'est pas pour de façon provisoire, une institution légitime, on a reconnu. Bien sûr, il y a les lois, mais il faut respecter les lois. Mais le respect des lois n'incombe pas seulement aux citoyens, mais à l'État, qui doit veiller, il a prêté serment sur la charte. Il a juré de faire respecter la charte, de respecter la charte. Aujourd'hui, les restrictions dont vous êtes victime en tant que presse, en tant que Dioma, c'est une violation flagrante de la charte sur laquelle il a juré de respecter d'ailleurs les dispositions, dont il a juré de respecter les dispositions.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'État est justiciable, comme le citoyen. Mais il y a des règles et des principes qui sont universels au niveau qui relèvent de la démocratie et des droits humains, des libertés fondamentales. Il faut qu'on se fasse l'effort de les respecter. Oui. Je suis d'accord. Juste par rapport au discours de New York, est-ce que on ne peut pas aussi comprendre le fait que la Guinée, depuis 1958, un éternel recommencement, des rendez-vous ratés. Est-ce que quand il choisit de sortir des sentiers battus, peut-être d'appliquer une thérapie de choc en mettant en avant une certaine période pour mettre les bases du développement, avant peut-être de revenir à la démocratie dont on parle, est-ce que ce n'est pas un discours qu'on peut comprendre au vu de l'histoire du pays? Non, moi c'est un discours que je ne comprends pas et que je n'accepte pas. Nous avons des choix, il y a la charte qui l'engage. Il y a son discours de prise du pouvoir qui l'engage. Il y a eu beaucoup de discours, il s'est engagé à respecter les règles et les principes de la démocratie, de l'état de droit, à respecter les libertés fondamentales, la liberté de la presse qui est aujourd'hui dans une situation déplorable et préoccupante. Il faut qu'on le dénonce et qu'il faut que le peuple se mobilise pour refuser ces dérives dictatoriales. On ne peut pas l'accepter, d'autant plus qu'il s'est engagé lui-même à veiller au respect de ces principes et des règles. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas décider, il n'a ni la légitimité, ni le truc, dire bon, moi j'abandonne la démocratie, je fais autre chose. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas changer la règle du jeu au cours de match. Au cours des matchs. La toute dernière question maintenant, le CNT, le Conseil national de transition, c'est cet organe, vous avez parlé tout à l'heure du cas de la Constitution, de laquelle doivent découler les autres lois liées à l'organisation des élections. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'avant-projet de cette Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites du fonctionnement de cette institution? Dans les propositions initiales qu'on a faites sur le cadre du dialogue, on voulait que le CNT soit là pour prendre acte du consensus qui se serait dégagé par rapport au cadre juridique réglementaire, par exemple, des élections. Et qu'il participe même au débat. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité non plus, c'est un consensus. Même s'il nous a été imposé, la charte même, on n'a pas participé, il n'y a pas eu de débat sur la charte, on l'a vu tomber, on a dit bon d'accord, l'essentiel y est, on soutient. Le CNT... Beaucoup de concessions dès au début. Oui, le CNT, on a dit bon voilà, le CNT c'est ça, vous avez 15, vous avez droit à parti politique à 15. On avait réussi à avoir un consensus pour les répartir, ce qui a été une surprise. Parce que c'est sûr que la junte pensait qu'on allait se disputer de longues années et que c'est elle qui aurait arbitré. Elle a arbitré malheureusement tout juste pour infliger des sanctions, enfin pour priver l'UFDG des quotas que l'ensemble des partis politiques lui avaient donnés, parce qu'on nous avait donné 4 sièges. Ils ont raclé 3, ils ont distribué ça à d'autres, ils nous ont laissé 1. Bon, bref, ce n'est pas l'important. Moi, je disais que c'est au dialogue politique qu'on devait discuter de l'orientation à donner, y compris à la Constitution et loi. Mais le CNT devait être là, le gouvernement, les autorités d'un côté, les partis politiques les plus représentatifs, puisqu'on ne peut pas dialoguer à 185 de toute façon, les plus représentatifs. Et pour moi, le seul facteur discriminant au niveau des partis, c'est le poids électoral. Même lorsque vous allez dans des réunions, ouais, je suis parti politique de la République de Gondwana. Ah bon, vous avez combien de députés? C'est le poids électoral. Tu comprends, nombre de sièges. Lorsque vous voulez faire des subventions au parti, vous demandez, vous dites proportionnellement au poids électoral. Lorsque vous voulez désigner le chef de file de l'opposition, quel est le parti de l'opposition qui a plus de sièges? On ne peut pas dire que c'est vrai, un parti est égal à un parti, comme aux Nations Unies, un pays, mais à le Conseil de sécurité, c'était sur la base du poids économique ou militaire. Chez nous, on doit aussi tenir compte de la représentativité. Qu'est-ce qui représente quoi? Parce que ce n'est pas le nombre de partis, c'est la représentativité des partis qui doit être prise en considération. Donc, nous, le CNT devait être là pour participer au débat, apporter sa contribution et aller transformer en loi, lorsque c'est nécessaire, le consensus qui se serait dégagé de ce dialogue politique. C'est ça. Mais malheureusement, ce dialogue n'a pas été accepté. On a joué, on a favorisé l'émergence, la prolifération. Hein? Ce CNT déçoit aujourd'hui. Vous déçoit? Vous déçoit?
dans son fonctionnement? Bon, écoutez, c'est l'ensemble de la transition qui ne me semble pas répondre à mes attentes, y compris le CNP, mais pas particulièrement, mais tout ce qu'on a dit là, qu'on a critiqué, on aurait dû éviter tout ça si on avait eu le dialogue, comme on l'avait souhaité, en tant que Guinéen, on échange avec l'aide d'une personnalité ayant l'expérience à la fois des élections et des transitions, et puis on aurait trouvé un consensus. Si on n'avait pas d'agenda caché, on aurait facilité la prise de décision dans le cadre de ce dialogue-là, et non de façon unilatérale par le CNRD. Et là, Jacelo Dalen Diallo, vous avez un dernier message à l'endroit de vos militants, des Guinéens et aux auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi pas les autorités? Oui, alors, ce qu'il y a, nous sommes en crise. Une crise qui devient de plus en plus sévère. Le musulman de la presse est aujourd'hui une réalité qui me préoccupe. C'est une liberté fondamentale. La presse, la liberté de la presse est fondamentale. C'est la sentinelle qui veille au respect des autres libertés. Si elle n'est plus là, toutes les autres libertés sont menacées. Aujourd'hui, nous avons 70% de notre population qui a moins de 35 ans. Il y a une hémorragie. Cette force de travail part vers l'Europe, vers les États-Unis. C'est une crise parce qu'elle n'a plus confiance, parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi. Pas d'espoir. Il faut qu'on prenne conscience. Ça menace l'existence de notre pays. Il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. La route prise par le CNRD n'est pas celle qu'on attendait. Nous voulions que le CNRD prenne conscience de toutes les souffrances qu'on a déjà vécues et apporte le changement. Mais il faut d'abord restaurer la confiance. Si ce n'est pas le cas, il faut que les Guinéens se mobilisent. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Cette liberté de presse a été acquise de haute lutte. Les acquis démocratiques sont aujourd'hui menacés. C'est des acquis qui ont été obtenus de haute lutte. Aujourd'hui, les autorités n'ont pas d'égard pour la vie des citoyens. On est déjà 36 morts, abattus, qui n'ont pas droit à la justice, pas à la moindre compassion, et moins encore à la réparation. Ce n'est pas normal. Le colonel avait dit qu'on ne mourrait plus. Le droit à la justice est un droit fondamental. Le droit à la vie, c'est le premier droit de l'homme. Mais je suis convaincu que si on ne se mobilise pas, vous, les syndicalistes, la société civile, les partis politiques, pour exiger la protection des acquis, je pense que la liberté de la presse, la liberté tout court, les acquis démocratiques risquent d'être perdus. Il faut qu'on se mobilise pour lutter pour la préservation de ces acquis et pour assurer un meilleur avenir à nos enfants. Merci à vous, Elhadji Jacelo Dalen Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à Lamine Moïma Sissé, merci également à Bouakar Sansobari. À vous, auditeurs et téléspectateurs, merci de votre aimable attention. On se reprendra pour un autre numéro. Portez-vous bien.